Ça marche, j'ai même effectivement la fenêtre de parle enfin de dialogue qui apparaît. Donc, je vais vous parler de modèles mathématiques, de données et de couplage modèle-données. Alors pour me présenter, je m'appelle Emmanuel Fresneau. Je suis d'une part professeur en mathématiques appliquées à l'Université de Bretagne Sud en France et je suis directeur scientifique d'une entreprise que j'ai fondée il y a 2 ans qui s'appelle SEED et qui en gros crunch de la donnée pour le besoin de nos clients. Euh, alors, Euh, donc je vais vous parler, comme je le disais, de modèles mathématiques, données et couplage modèle-données. Et je vais commencer par parler de données. Et je vais tout de suite me situer dans un exemple, puisque c'est ça la manière dont je compte faire l'exposé. C'est un jeu de données qui concerne de l'élevage d'animaux qui sont destinés à nous nourrir et c'est, disons, une histoire que je vais raconter autour d'une étude qu'on a menée pour un industriel. Et il avait des données euh, concernant le rapport qui pouvait exister entre euh, la nourriture qui était proposée à des animaux, et plus exactement la proportion de lipides qu'il y avait dans cette nourriture et la proportion de protéines qu'il y avait dans cette nourriture. Et ceci était relié, enfin était relié dans les données à une consommation au cours de phases. Donc en particulier, on avait une phase 1 qui durait du jour 1 au jour 16 et pour chaque animal, on avait ce qu'il avait consommé sur cette phase. Donc là, par exemple, on voit une valeur, et puis également la prise de poids qu'il avait fait au cours de cette phase. Et puis, il y avait des plans de nourrissage qui étaient décomposés en 3 phases, donc une phase qui allait de 1 à 16 jours, une phase qui allait du 17e jour au 22e jour, et puis une phase qui allait du 23e jour au 43e jour. Et puis, pour chaque phase, il y avait la proportion de lipides et la proportion de protéines qui se trouvait dans la nourriture qui était proposée aux animaux et en résultat on avait la consommation et la prise de poids de l'animal. Des animaux en fait, parce qu'il y avait un assez grand nombre d'animaux par essai et puis il y avait plusieurs essais. Donc on avait un ensemble de données, un set de données relativement important mais pas monstrueux non plus, avec toujours cette structure, des périodes, voilà, avec des nombres de jours, enfin avec des jours qualifiés, des proportions de lipides, des proportions de protéines, de la consommation et de la prise de poids. Voilà. Et l'objectif, c'était, pour l'industriel en question, c'était de savoir bah, comment, enfin de comprendre ou au moins de décrire comment la composition de la nourriture influençait ce que consommait l'animal et quelle était sa prise de poids. Et un des objectifs, c'était de pouvoir prédire si on mettait un nouveau plan de nourrissage, combien il induirait de consommation, donc quel coût il induirait en termes de coût de production pour l'industriel, et quelle serait la prise de poids de l'animal, et donc quel serait le gain potentiel pour l'industriel. Donc l'idée, c'est de mieux comprendre l'action ou l'influence des compositions des, des nourritures sur la prise de poids et sur la consommation de l'animal, pour pouvoir optimiser ou chercher, trouver un plan de nourriture, de nourrissage optimum. Voilà donc pour cette première slide, ou ces 2 premières slides. J'ai pas de retour, donc j'imagine que tout va bien, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Je vois la fenêtre de chat, donc je peux éventuellement répondre, en tout cas brièvement. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions. Donc je continue. Alors, une première approche qu'on avait mis en place, ça consistait à faire du machine learning. Et donc l'idée du machine learning, c'est on veut apprendre pour prédire le comportement et sans forcément trop chercher à comprendre vraiment ce qui se passe. Et comment ça marche un outil de machine learning? Eh bien, un outil de machine learning, c'est, on va dire symboliquement, la boîte noire que j'ai mis là, qui s'interface ou qui s'interpose entre les données d'entrée et les données de sortie. Alors ici, pour nous, les données d'entrée, c'est la phase, la proportion de lipides et la proportion de protéines de la nourriture proposée. Et puis les données de sortie, c'est la prise de poids et la consommation lors de chacune des phases. Et l'outil de machine learning va
apprendre sur l'ensemble des données qu'on a à notre disposition, comment on passe de l'entrée à la sortie. Alors, dans le cadre de notre problème, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en entrée, c'est la phase, la proportion de lipides et la proportion de protéines dans la nourriture proposée lors de chacune des phases. Et en sortie, c'est l'information sur la consommation et sur la prise de poids. Et une fois que l'outil de machine learning a appris ce qu'il devait apprendre, après on lui met un nouvel individu et il va prédire le comportement. Et donc c'est ça le fonctionnement usuel du machine learning que je vais un peu détailler maintenant. Alors comment ça fonctionne le machine learning? Donc le machine learning, c'est un outil qui regroupe un certain nombre de méthodes ou d'algorithmes qui sont répertoriés, dont on sait qu'ils fonctionnent bien. Donc par exemple, on a des arbres de décision, on a des forêts aléatoires, on a des réseaux de neurones, on a aussi du deep learning pour certains d'entre eux. On peut avoir également des méthodes plus statistiques comme de l'ajustement multilinéaire, on peut avoir des modèles autorégressifs, on peut avoir de la classification hiérarchique, on peut avoir de la support vector machine, qui sont euh, des, des méthodes ou des algorithmes qui ont la caractéristique de dépendre de paramètres. C'est-à-dire qu'ils savent faire des choses, ils savent faire des groupes, ils savent faire des fonctions, construire des fonctions, mais ils dépendent de paramètres. Et la première étape du machine learning, ça consiste, parmi toutes ces méthodes qui sont embarquées dans l'outil considéré, à choisir au vu de la problématique que l'on veut traiter, l'ensemble des méthodes qui sont potentiellement pertinentes. Alors là, typiquement, si on veut créer des groupes de quoi que ce soit d'ailleurs, on va sûrement choisir a priori la classification hiérarchique, les méthodes SVM, des arbres de décision, des forêts aléatoires, des réseaux de neurones, éventuellement du deep learning, et on va choisir celle-là, on va choisir ces méthodes, et une fois qu'on aura choisi ces méthodes, on va parcourir, pour chacune d'entre elles, on va parcourir la base de données en la partageant en deux, c'est-à-dire on va prendre des individus qui vont servir pour de l'apprentissage et une partie qui va plutôt servir pour tester si ce qu'on a appris est correct. Et donc pour chacune des méthodes, on va déterminer quels sont les meilleurs paramètres qui font que les prédictions qui vont résulter seront les meilleures possibles. Et une fois que cette étape aura été terminée, on choisit toujours à l'aide des individus test, on choisit quelle est, parmi toutes ces méthodes ajustées, on choisit quelle est la méthode qui donne le meilleur résultat. Et une fois qu'on a fait ces trois étapes, l'outil est capable de devenir un outil de prédiction, au sens où si on lui donne un nouvel individu qui n'était pas dans la base de données, c'est une nouvelle donnée du même type que ce qu'il y a dans les autres individus, il est capable de prédire le comportement. Alors, il fait ça, et comme ça a été son travail, on sait qu'il utilise la meilleure méthode, alors c'est la meilleure en moyenne, avec les bons paramètres pour cette méthode. Alors pour notre problème, ce qu'on sait, c'est que c'était un problème plutôt d'ajustement, c'est-à-dire construire une fonction qui relie la proportion de lipides, la proportion de protéines à une consommation et un poids final. Et donc, je suppose, bien que je n'avais pas vraiment vérifié, puisque c'est l'objet du machine learning, des outils de machine learning, c'est d'être des boîtes noires, donc je suppose qu'il avait challengé l'ajustement multilinéaire, les forêts aléatoires et les réseaux de neurones. Cet outil, une fois constitué, il permet, si on lui rentre une nouvelle donnée avec, pour chaque phase, la proportion de lipides et la proportion de protéines proposées, dans la nourriture proposée aux animaux, ça donne l'information, ou plus exactement, ça donne la consommation que l'animal va faire et la prise de poids que l'animal va avoir. Bien.
Alors une fois qu'on a fait ça, on peut, si on est un peu statisticien ou un peu mathématicien, se dire bon bah, c'est bien, ça marche bien, parce que d'ailleurs ça marche très très bien, mais en revanche c'est un peu une boîte noire, donc on peut avoir envie de comprendre les liens en les décrivant de manière un peu plus mathématique, c'est-à-dire faire la chose un peu plus à la main, et disons que c'est aussi pour moi l'occasion d'expliquer l'ajustement multilinéaire qui est une des méthodes qu'on peut trouver dans les outils de machine learning. Donc l'objectif de ces méthodes plus manuelles, bah, c'est de comprendre et de mieux décrire les liens et d'avoir au bout du compte aussi un outil qui est une fonction et qui peut être utilisé par exemple dans le domaine de la biologie ou de la zootechnique. On sait que finalement bah, telle chose est liée à telle chose avec telle fonction. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire de l'ajustement multilinéaire? Bah, on prend notre jeu de données toujours et ce qu'on essaie c'est de construire une fonction qui va donner la consommation et la prise de poids comme étant un certain nombre de fois la proportion de lipides plus un certain nombre de fois la proportion de protéines. Alors pour aller un peu plus loin et détailler un petit peu ce que sont ces fameux coefficients là, que j'ai appelés A de phase et B de phase, je vais un peu détailler les choses. Et donc ce que je veux, c'est dire que la consommation et la prise de poids, bah, c'est deux résultats, donc deux nombres. Et donc, il va falloir que j'ai en fait le coefficient, ce que j'ai appelé le coefficient A se décompose en un coefficient A1, A2, qui va relier la consommation à la proportion de lipides et la prise de poids à la proportion de lipides, et B1 et B2 qui vont relier la consommation à la proportion de protéines et la prise de poids à la proportion de protéines. Et puis en fait, bah, il faut faire ça pour chacune des phases. Donc on n'a pas juste deux nombres à déterminer, mais on en a 12, c'est-à-dire 4 là et 4 pour chacune des phases. Donc ça fait 12 nombres à déterminer. Et donc, la manière de faire pour faire ça, c'est il faut maintenant déterminer A1, A2, B1, B2 pour chacune des phases. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle de l'ajustement statistique. Et là, je vais montrer ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés, mais on peut en utiliser d'autres. Donc, ce qu'on va commencer par faire, on va regarder par exemple pour la phase 2, on va juste regarder pour la phase 2, puis après vous pourrez inférer ce qu'on fait pour la phase 1 et la phase 3. Donc, par exemple, pour la phase 2, on va regarder la consommation réelle pour chaque individu qu'on trouve dans nos tableaux. On regarde la consommation réelle et on lui retire A1 de phase 2. Alors pour l'instant, on ne le connaît pas, donc on le fait mentalement. On dit voilà, on retire A1 de phase 2 mentalement, fois la proportion de lipides réels qui a été trouvée également dans, dans le tableau. Et puis on lui rajoute B2 de la phase 2, pardon, B1 de la phase 2. De la même façon, on ne le connaît pas, donc on fait ça mentalement, et on le multiplie par la proportion de protéines réelles qu'il y a dans la nourriture de la phase 2 pour l'individu concerné et l'expérience concernée. On fait cette différence-là, on l'élève au carré, et on fait la somme sur toutes les expériences ou tous les individus que nous avons dans notre base de données ici. Ok? Et une fois qu'on a fait ça, on dit qu'on va choisir le nombre A1 de phase 2 et B1 de phase 2 qui va être tel que ce nombre-là, cette valeur-là, soit la plus petite possible. Et une fois qu'on a choisi, qu'on a trouvé ces deux nombres, eh bien on a A1 de phase 2 et A1 et B1 de phase 2. Et puis bah on fait la même chose pour A2, B2 et ensuite pour chacune des phases. Et au bout du compte, on se retrouve avec un modèle qui donne la consommation et la prise de poids lors de chaque phase à partir de la proportion de lipides proposés dans la nourriture, enfin qui se trouve dans la nourriture proposée dans l'animal lors de cette fameuse phase, plus B1 fois B2 fois la proportion de protéines dans la nourriture qui est proposée à l'animal. Et une fois qu'on met ça dans un outil, eh ben, ça fonctionne comme un outil de machine learning. Finalement, c'est un peu du machine learning, mais fait à la main. Euh, on a ainsi une fonction qui va nous prédire quelle va être la consommation et la prise de poids lorsqu'on va proposer à un animal pour chaque phase dans une nourriture avec une proportion de lipides donnée et une proportion de protéines données. Donc, cette méthode permet, comme le machine learning, de comprendre et de prédire
comment un animal va grossir et comment il va consommer face à une nourriture qu'on va lui proposer. Alors, bah, ça s'utilise de la même façon que les outils de machine learning, c'est-à-dire on met en entrée un nouveau régime et ça va nous prédire une consommation et une prise de poids. Bien, alors, un des avantages, parce que le machine learning, ça marche très bien, donc ça c'est un des gros avantages du machine learning. Ça explore plein de méthodes, donc c'est aussi un gros avantage. L'inconvénient, c'est qu'on voit pas trop ce qu'on fait, donc on c'est pas c'est pas une démarche de modélisation, et puis surtout on n'a pas un modèle, une formule à la fin qu'on peut utiliser. Euh, alors que dans l'outil ajustement multilinéaire qu'on met en place à la main, ben, à la fin, on a une fonction qu'on peut utiliser. C'est une fonction qui peut servir dans d'autres domaines. Ça apporte une meilleure compréhension. L'autre avantage, c'est qu'on peut vraiment aller très finement, aller chercher très finement beaucoup de choses. Et, euh, et donc, bah, ce sont deux démarches complémentaires, hein. Une qui est plus boîte noire et une qui est plus on veut comprendre, on veut décrire, on veut avoir à la fin une fonction. Alors, une fois qu'on a nos fameux outils, alors que ce soit l'outil de machine learning, soit l'outil d'ajustement multilinéaire, eh bien, on peut l'utiliser. Alors, on peut l'utiliser et je vais expliquer comment on l'utilise et comment on le met à jour dans le cadre d'un outil de machine learning. Voilà, alors donc en gros, qu'est-ce qu'on fait pour l'utiliser? À un moment donné, on se dit, tiens, on voudrait tester un nouveau régime, donc on le met en entrée dans notre outil de machine learning et ça nous prédit la consommation et la prise de poids qui va être associée. Donc grâce à ça, on va pouvoir optimiser un plan de nourrissage et puis de temps en temps faire une expérience pour la valider. Bon, tout ça, ça marche très bien, mais il y a toujours des expériences qui arrivent à intervalles réguliers. Et donc, bah, quand un nouveau set de données arrive, euh, nous arrive, et ben qu'est-ce qu'on fait? Assez bêtement, on l'incorpore dans notre ensemble de données, on met à jour l'outil prédictif en refaisant ce que je vous ai décrit précédemment, alors que ce soit pour l'outil de machine learning ou pour l'outil d'ajustement multilinéaire, on refait la procédure et ça nous donne un outil mis à jour avec plus d'informations puisqu'on a plus d'expérimentation, d'expériences qui sont incorporées dans l'outil. Bon, mais parfois, et ça c'est quelque chose qui nous est arrivé, c'est qu'on peut tomber sur un problème d'hétérogénéité des données. Et ça peut arriver à plusieurs niveaux. Premier niveau, premier problème qu'on a pu rencontrer, c'est qu'à un moment donné, on a vu qu'il y avait des données dans notre jeu de données pour lesquelles les phases n'étaient pas exactement les mêmes que pour les autres. C'est-à-dire la plupart des données avaient toujours la première période qui était du jour 1 au jour 16, la deuxième période qui était du jour 17 au jour 22, et la troisième période qui était du jour 23 au jour 43. Et puis, on est tombé une fois sur quelques données pour lesquelles la période 2 était de 17 à 24 et la période 3 de 25 à 43. Alors là, il y a deux solutions. Non, il y a trois solutions, on va dire. La première solution, c'est on dit, ces données, il n'y en a pas beaucoup, on les utilise pas, on les éjecte, bon, ça ne sert à rien, c'est une position qui peut se défendre. Alors parfois c'est un peu embêtant parce que on peut se dire quand même, bon, dans ces données il y a quand même de l'information, c'est dommage de ne pas l'utiliser, surtout qu'en plus généralement ça a un peu de variabilité. Si on a fait ça, c'est qu'il y a peut-être une raison, donc il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été exploré, qu'il est peut-être bon de mettre dans la base de connaissances. Donc c'est pas forcément très très raisonnable. La deuxième solution, c'est de dire, c'est la solution 1, on va dire que la première solution c'était la solution 0, hein, dont je ne vais pas beaucoup parler. Et la solution 1, ça consiste à dire, je vais rajouter dans mes informations d'entrée la longueur de la phase. Bon, ça veut dire que je n'ai plus seulement phase, proportion de lipides, proportion de protéines dans la nourriture, mais j'ai phase, longueur de la phase, proportion de lipides et proportion de protéines. Alors euh, ça peut marcher, mais pour que ça marche, il faut avoir un nombre suffisant de données pour chaque catégorie de longueur de phase. Alors ça se met en perspective avec un principe un peu plus général. La longueur de phase, c'est pas
c'est plutôt un type qu'une vraie longueur, hein, donc c'est plutôt une variable catégorielle. Et il y a une réalité un peu dans la statistique, c'est que quand on a des variables catégorielles, il faut avoir suffisamment de données numériques par catégorie. Et là, c'était pas le cas, donc c'est pas ce qu'on a fait comme choix de manière opérationnelle. En revanche, ce qu'on a fait comme choix, ça a été de dire, bah, comme on n'a pas beaucoup de données qui sont comme ça, on va en faire quelque chose qui s'apparente un peu à du bidouillage. C'est-à-dire qu'à partir de notre tableau de données, avec la phase 2 qui va de 17 à 24 et la phase 3 qui va de 25 à 43, on génère un nouveau tableau en faisant une règle de 3 sur les valeurs de consommation et de prise de poids pour le transformer en un tableau qui a le même plan de nourrissage, ou un plan de nourrissage tout à fait similaire à notre base de données. Et puis, on met ça dans notre base de données et ensuite, on met à jour l'outil prédictif. Alors ça, on l'a fait. Ça marche plutôt bien. Donc, puis c'est pas très compliqué à mettre en place, donc c'est plutôt très bien. Donc on a continué comme ça. Et puis un jour, on a trouvé une hétérogénéité encore plus grande. Donc là, avec des phases qui étaient vraiment très différentes. Alors là, on va dire que la solution qu'on avait mise en œuvre devient très douteuse, donc c'est pas vraiment très satisfaisant. Et puis on est tombé un jour sur un problème encore pire, c'est qu'on est tombé sur des expériences dans lesquelles il n'y avait pas seulement 3 phases, mais il pouvait y en avoir 4, il pouvait y en avoir 2, il pouvait y en avoir 5. Et alors là, la solution un peu bidouillage qu'on avait mise en place, on n'avait plus du tout confiance en elle, et on trouvait que c'était en gros pas implémentable et puis pas raisonnable. Donc, pour faire face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé un petit peu de changer de paradigme et de dire, bah voilà, on va utiliser un modèle mathématique ou un modèle statistique. Alors là, il se trouve qu'on a utilisé plutôt ce que j'appelle un modèle mathématique, puisque c'est un modèle à base d'équations différentielles que je vais vous décrire tout à l'heure. Et on va faire du couplage modèle-données. L'idée, c'est de dire, on est capable d'écrire un modèle qui contient de l'information sur la biologie ou sur l'évolution, sur la dynamique d'évolution de la consommation et de la prise de poids que l'animal subit. Et donc ce modèle, euh, on l'écrit comme ça, donc je vais l'écrire et je vais le commenter. Donc c'est un modèle qui est un modèle à base d'équations différentielles qui contient de l'information qui provient de la littérature sur comment un animal consomme au vu de ce qu'on lui propose comme nourriture et comment il grossit. Alors maintenant je vais commenter cette équation pour essayer de bien la comprendre. Donc ça là, peut-être si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, si vous voulez poser une question. Je peux éventuellement y répondre. Voilà. Donc, cette équation décrit l'évolution du poids, P de T, qui est le poids à l'instant T, et l'évolution de la consommation totale depuis le début du nourrissage, donc la consommation totale de nourriture à l'instant T. Et qu'y a-t-il dans cette équation? La première chose qu'il y a dans cette équation, c'est dP sur dt. Donc ça, c'est la dérivée par rapport au temps du poids. Et ça, si on l'interprète de manière directe, c'est la vitesse de variation du poids à l'instant t ou la vitesse d'augmentation du poids à l'instant t. Et ce que l'on dit dans cette équation, on dit rien de plus que cette variation du poids est proportionnelle à la proportion de protéines qu'il y a dans la nourriture autour de l'instant t et à la proportion de lipides qu'il y a dans la nourriture à l'instant t, avec deux coefficients de proportionnalité qui sont alpha et bêta. Et puis ensuite, on dit qu'il faut moduler cette proportionnalité de la prise de poids à la proportion de lipides et la proportion de protéines par ce que mange effectivement l'animal. Et donc, il faut mettre la consommation quotidienne de l'animal. Et on dit que cette consommation quotidienne, c'est un certain coefficient état fois le poids de l'animal divisé par la concentration, enfin par la teneur en lipides. Alors l'idée de cette écriture, hein, ça provient de la littérature, c'est on dit que plus l'animal est gros, plus il mange, donc la consommation est proportionnelle au poids, et puis plus l'aliment est gras,
plus il est écœurant, alors c'était disons, relevant pour l'espèce qu'on étudiait, plus l'aliment est gras, plus il est écœurant et donc moins il mange. Donc on dit que la consommation quotidienne de nourriture est proportionnelle au rapport du poids de l'animal sur la teneur de la nourriture en lipides. Et puis enfin, on module à nouveau tout ça par un limiteur de croissance qui met en jeu gamma, qui est en fait le poids à l'âge adulte de l'animal, qui a pour conséquence que lorsque P de T se rapproche de gamma, P de T moins gamma se rapproche de 0, donc cela ralentit la croissance, et puis ça l'annule lorsque le poids atteint le poids à l'âge adulte. Voilà sur cette première équation expliquée. Et puis la deuxième équation expliquée, elle dit que la vitesse d'augmentation de la consommation, eh ben, ce n'est jamais que l'accumulation de des consommations quotidiennes de nourriture. Donc on dit voilà la vitesse d'augmentation, c'est la consommation quotidienne de nourriture. Voilà pour cette équation, pour ce système d'équations. Et maintenant, quelques commentaires. Dans ce système d'équations, il y a des paramètres, donc les paramètres que j'ai décrits, qui sont alpha, bêta, eta et gamma. Donc, c'est un système de deux équations qui dépend de 4 paramètres. Il y a donc ces 4 paramètres. Le premier paramètre alpha, c'est le paramètre qui lie la croissance à la concentration ou à la teneur en protéines. Le paramètre bêta, c'est celui qui lie la croissance à la capacité à mobiliser des lipides. Gamma, c'est le poids final de l'animal. Et puis eta, c'est le paramètre qui lie la consommation au poids et à la concentration en lipides. Et ça, une fois qu'on l'a écrit, alors une fois qu'on l'a interprété, et je l'ai interprété sans dire que c'était forcément un système d'équation différentielle, j'ai juste dit c'est des vitesses de variation, ça dépend de un certain nombre de choses, mais une fois qu'on l'a écrit, on se rend compte que c'est un système d'équation différentielle ordinaire, et un système d'équation différentielle ordinaire, cela se résout très bien à partir du moment où on lui donne la consommation totale initiale, donc à l'instant, au début du processus qu'on met à 0 puisqu'il n'a encore rien consommé, et le poids de départ, c'est-à-dire le poids auquel l'animal est livré ou auquel l'animal naît chez l'éleveur. Et ça, on sait le résoudre avec R, avec MATLAB, avec Scilab, avec tout ce que vous voulez, avec n'importe quel outil un tout petit peu évolué. Vous pouvez, à partir du moment où vous avez fixé ces valeurs de départ, les valeurs de alpha, bêta, eta et gamma, et ben vous pouvez simuler ce système. Et voici des simulations. Donc là, on voit deux simulations pour des valeurs de alpha, bêta, eta et gamma différentes. La courbe bleue donne la consommation et la courbe noire donne la variation, l'augmentation du poids. Et donc cet outil est un outil qui permet de décrire, de simuler comment un animal mange et comment il grossit lorsqu'on lui propose des plans de nourrissage ou un plan de nourrissage donné. Mais évidemment, pour l'instant, alpha, bêta, eta et gamma ne sont pas fixés. Donc là, on l'a pour deux valeurs différentes de jeux de paramètres. Donc, maintenant, une fois qu'on a ça, on va faire du couplage modèle-données. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui décrit comment un animal peut croître, et puis on a des données qui décrivent aussi comment, dans nos expériences, les animaux ont grandi et ont consommé. Et donc, on va intégrer ces deux choses, le modèle et les données, pour avoir le meilleur des deux. Alors, l'idée, c'est d'abord d'interpréter les données que l'on a pour les mettre dans notre modèle. Alors, dans notre modèle, on a ce que j'avais appelé L de T et Q de T, les teneurs en lipides et en protéines de la nourriture proposée à l'animal. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que, c'est que quand on a là ici 22%, 16%, 19%, ça nous donne une fonction L de T, c'est-à-dire on sait que sur l'intervalle 1-16, L de T vaut 22. Sur l'intervalle 17-22, L de T vaut 16. Sur l'intervalle 23-43, L de T vaut 19. Et puis on fait pareil pour Q. Donc en fait, dans ces tableaux, il y a les fameuses fonctions L de T et Q de T que l'on peut utiliser dans notre modèle ou dans notre équation mathématique. À partir du moment où on a Q de T et L de T, alpha, bêta, eta et gamma, on est capable de calculer la solution P de T, c'est-à-dire le poids à tout instant,
et la consommation C de t à tout instant. Et on peut le faire ça pour notre jeu de données avec les phases standards, mais ça marche de manière équivalente avec le jeu de données, avec les phases qui ne sont pas les mêmes que pour la grande majorité des expériences. Et puis ça marche aussi quand on a 4 phases, 5 phases, 2 phases, 18 phases, voire pas de phase du tout, c'est-à-dire une nourriture différente à chaque repas. Donc c'est extrêmement général, mais ça permet quand même d'utiliser nos données. Et donc c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que maintenant, ce que l'on fait, c'est que on va chercher les valeurs du modèle, donc les valeurs de alpha, bêta, eta et gamma, les valeurs du paramètre du modèle, qui vont faire que notre modèle colle le plus possible aux données. Donc on va prendre pour ça chaque individu, et pour chaque individu, vu qu'on connaît ce qu'il a mangé, enfin, non, vu qu'on connaît la proportion de lipides et la proportion de protéines qui lui était proposée, on peut calculer par le modèle, pour alpha, bêta, eta et gamma donnés, une prise de poids, P de t à chaque instant t, et une consommation, C de t à chaque instant t. Une fois qu'on a P à tous les instants et C à tous les instants, on peut calculer P à la fin de la phase 1, C à la fin de la phase 1, P à la fin de la phase 2, C à la fin de la phase 2, etc. Puis une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut calculer P à la fin de la phase 1 moins la vraie prise de poids réelle qu'on lit ici, non, qu'on lit ici là, qu'on lit ici, la vraie prise de poids réelle que l'on lit ici dans le tableau, on l'élève au carré, on ajoute C, la valeur de C à la fin de la phase 1 moins la consommation réelle à la fin de la phase 1 qu'on élève au carré, cette consommation on la lit ici. Ensuite on rajoute le poids à la fin de la phase 2 moins la prise de poids réelle à la fin de la phase 2 qu'on lit dans le tableau, etc. Donc comme ça on construit une fonction qu'on appelle D de I, c'est pour chaque individu, on construit ça, donc c'est pour chaque individu, et une valeur donnée de alpha, bêta, eta et gamma, et après on fait la somme de toutes ces différences au carré qu'on a appelées D de I sur tous les individus qu'on trouve dans nos tableaux. Et cette valeur, cette fonction, cette chose-là, dépend de alpha, bêta, eta et gamma, puisque bah c'est pour chaque valeur de alpha, bêta, eta et gamma, on a fait cette chose. Alors on l'a fait au moins mentalement, parce qu'on l'a au moins écrit, on l'a pas forcément calculé, mais on l'a au moins écrite. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh bien, on utilise une méthode d'optimisation. Alors ça, vous avez des méthodes d'optimisation en standard dans R, dans MATLAB, dans Scilab, dans tous les logiciels qui vont bien. Et vous pouvez déterminer la valeur de alpha, bêta, eta, gamma qui minimise la fameuse fonction que j'ai appelée fonction fitness, qui est la somme de toutes les différences au carré que j'avais écrit précédemment. Et une fois qu'on a trouvé cet optimum, eh bien, on a une valeur alpha chapeau, bêta chapeau, eta chapeau, gamma chapeau qui minimise cette somme des différences, de l'écart en fait, du modèle à l'expérience. Et une fois qu'on a fait cette minimisation, eh bien on peut considérer l'équation différentielle pour les paramètres alpha chapeau, bêta chapeau, eta chapeau, gamma chapeau, et ce modèle permet de calculer le poids et la consommation totale de nourriture depuis le début, à chaque instant de l'évolution que l'on suit. Donc on a un modèle mathématique qui prédit la consommation et l'évolution du poids à chaque instant. Et là maintenant, pour illustrer cela, bah, je remontre deux courbes, donc c'est à peu près les deux courbes différentes, mais avec les données cette fois, pour bien voir que ça fit aux données. Donc quelque part, là vous voyez que vous avez la courbe de prise de poids qui est en noir. On voit qu'elle est relativement bien ajustée aux données. Vous avez la courbe de consommation qui est en bleu, dont on voit qu'elle est également ajustée aux données. On a mis des intervalles de confiance autour là, pour bien voir que nos données sont bien dans l'intervalle de confiance, donc on ne fait pas trop n'importe quoi dans notre modélisation. Et donc ce que l'on sait, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est la même équation, c'est le même système d'équations
différentielle qui est utilisée ici et ici. C'est pour les mêmes valeurs de alpha chapeau, bêta chapeau, eta chapeau, gamma chapeau. Sauf que ça ne met pas en jeu les mêmes plans de nourrissage L de T, proportion de lipides au cours du temps, et Q de T, proportion de protéines au cours du temps. Mais c'est bien le même modèle qui est utilisé, le même modèle mathématique qui est utilisé. Bien, donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a créé finalement un nouvel outil prédictif. C'est-à-dire que cette équation, ce système de deux équations permet, lorsque l'on connaît Q de T et L de T, c'est-à-dire la proportion de protéines et la proportion de lipides dans la nourriture proposée à l'animal autour de l'instant T, on est capable de connaître son poids à chaque instant et sa consommation totale à chaque instant, depuis le début, sa consommation totale depuis le début à chaque instant. Et donc, en particulier, on peut utiliser nos données, nos phases, ce qu'on veut, et grâce à ça, si on donne un nouveau régime, quel qu'il soit, on est capable de prédire la consommation de l'animal et sa prise de poids tous les jours, ou en tout cas son poids tous les jours, avec ce nouvel outil prédictif. Voilà, donc voilà cet exemple de couplage modèle-données, c'est-à-dire que clairement on a un modèle, on utilise des données, et on ajuste ce modèle à l'aide de ces données, et ça nous crée un outil prédictif qui est a priori alors plus souple. Alors, au niveau du coût, c'est forcément beaucoup plus cher de l'ajuster, mais une fois qu'il est ajusté, c'est pas plus cher de l'utiliser. Voilà, donc c'est là, dans l'étape ajustement, c'est plus cher, dans l'étape détermination des paramètres alpha chapeau, bêta chapeau, eta chapeau, gamma chapeau, c'est cher, mais une fois que c'est fait, calculer P et C en résolvant ça, c'est vraiment quelques millisecondes, hein, c'est vraiment très rapide. Alors, quelles sont les perspectives? Les perspectives, et c'est une chose, c'est une tendance qui est plus qu'une tendance, c'est déjà commencé, hein, c'est de dire, ces outils prédictifs d'un genre un peu nouveau, hein, qui sont basés sur un modèle mathématique qui décrit le système sur lequel on veut agir et qui est ensuite ajusté, mis au point avec des données, et bien l'idée c'est de les incorporer dans des outils de machine learning et de les proposer comme étant des méthodes, des algorithmes dans les outils de machine learning euh, que l'on pourrait, finalement ça reviendrait euh, à agrandir la palette des outils de machine, des méthodes utilisées dans les outils de machine learning. Donc c'est ça une tendance qui est en cours dans le machine learning et en ce qui concerne, on va dire, les perspectives de ce que je compte et ce qu'avec mon équipe on compte faire, c'est d'incorporer ce modèle dans un outil de machine learning donné. Voilà, j'en arrive à la fin de ce que je voulais vous dire et je suis prêt à prendre vos questions. D'accord, ok, excuse-moi. Tu es là? Je t'en prie. C'est beau. Ok, Ouais. j'ai juste parce que j'ai préparé mon autre session. C'est terminé. Donc, Voilà, j'ai terminé ce que je voulais vous dire. Maintenant, on a un peu de temps hein, pour peut-être une vingtaine de minutes pour des questions si ça intéresse des gens. non, il n'y a pas de questions présentement, mais la session va être en ligne bientôt, dans les D'accord. prochains jours. Donc, donc, les gens vont recevoir un lien pour ça. Merci beaucoup. D'accord. Sinon, il y avait combien de personnes qui participaient et qui Voilà. écoutaient ou... Ah, il y en avait, je te dirais, dans les baguettes, tu les vois, il y avait 5, il en reste 5 ici. D'accord. Il y a pas de questions, mais le commentaire qu'on a, c'est une session qui est très instructive. D'accord. Bon, très bien. Eh ben, je me réjouis de ça. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas, je suis coupé là maintenant. Je suis plus Non, 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 en mode non, diffusion. non, vous êtes D'accord. encore en ligne, vous êtes encore en diffusion. D'accord. Donc, je remercie les gens qui sont encore là. Je remercie ceux qui sont partis. Faut que je retrouve mon. Ah, mais il est où? Parce il y avait une dernière slide avec écrit merci. Oui, ouais, ça, on l'a vu tantôt. Je, Je l'ai je vu. vais la mettre quand même. Voilà. Voilà. Question et merci.
Donc il n'y a pas de questions, et ben Merci parfait. beaucoup. En tout cas, j'étais ravi de faire cette explication. J'espère que ça pourra servir et que bah, ça a intéressé des gens. Voilà, Très bien. Merci, au revoir. parfait. Bah merci beaucoup, et puis bah à une prochaine alors. À une prochaine. Au revoir.